Eh bien, bonsoir à tout le monde. Du coup, on va pouvoir lancer cette conférence qui est organisée dans le cadre des Journées mondiales des troubles du comportement alimentaire, édition 2021, avec la première fois une organisation nationalisée autour de la FAB et de ses différents acteurs qui a permis de mobiliser du monde dans toutes les régions, donc des médiations, des conférences qui ont été organisées, des films, des articles de presse nationale qui ont été mis en place pour essayer de sensibiliser autour de ces conduites-là et de ces problématiques-là. Donc, c'est au moins une très bonne chose, parce que comme on est en fin de journée, moi, j'ai pu suivre ça depuis ce matin et je vois toute l'ampleur des actions qui ont pu être menées et qui sont particulièrement intéressantes. Alors, ce soir, on a pour objectif de parler de la boulimie et du coup de ne pas cacher la boulimie derrière l'anorexie, ce qui est malheureusement souvent une des problématiques de ces aspects-là, où on se centre aussi sur l'anorexie qui, d'une certaine manière, attire peut-être plus le regard. La boulimie honteuse et oubliée, donc c'est important de se centrer dessus. C'était l'objectif de notre conférence, où on va avoir deux animateurs, deux co-animateurs, à la fois Madame Chantal Célineau, qui est du coup présidente de l'association AAB Ouest, qui est une association de parents, de familles, d'entourage, de proches de patients qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui nous fera part de son expérience dans cette association et probablement d'expérience personnelle aussi par rapport à son vécu de maman de patiente. Et puis, le docteur Marie Fauconnier, du coup, qui est médecin psychiatre dans le service d'addictologie au CHU de Nantes, qui, du coup, nous parlera d'un point de vue plus médical, du coup, de cette situation-là. Et comme on a pu essayer de bénéficier des expériences de la journée, l'idée est de se donner suffisamment de temps d'interaction avec la salle Zoom là, pour que l'on puisse prendre vos questions, que vous pouvez me passer notamment par le chat pendant les exposés, parce que je les noterai à côté, puis je redistribuerai les questions à la suite. Ou en les posant quand on aura fini les exposés, en sachant qu'on fera sûrement une pause entre les deux parties. Donc, je vais laisser Madame Célineau commencer et je vous souhaite une bonne conférence. Donc, bonjour à tous. Comme le disait Monsieur Rocher, je suis présidente de l'association AB Ouest depuis 3 ans. J'ai succédé à Monsieur Cauchy qui a assumé cette responsabilité pendant 12 ans. Donc, cette intervention a été préparée par Monsieur Cauchy et réactualisée par mes soins. Donc, on a intitulé cette visioconférence « Boulimie, une addiction qui se soigne ». On a voulu qu'elle soit présentée sous le signe de l'espoir, de la communication et du partenariat. Donc, pour que vous ne soyez pas trop perdus, je vais vous donner quelques significations de sigles. Donc, les TCA, ce sont des troubles de conduite alimentaire. L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. La FAB, Fédération Française Anorexie Boulimie pour les professionnels, qui a été créée en 2005. Le réseau ABELA, Anorexie Boulimie en Loire-Atlantique, créé en 2006. La FNA-TCA, Fédération nationale des associations liées au TCA. Et AAB Ouest, Association Anorexie Boulimie Ouest, donc pour les familles, créée en 2006. Donc, l'anorexie et la boulimie donc, sont les deux facettes d'une même maladie, et pourtant, la boulimie est encore taboue, trop honteuse et trop méconnue. Historiquement, la boulimie n'est répertoriée comme maladie qu'en 1980, alors que les manuels de médecine commandent à parler d'anorexie mentale en 1950. En ce qui concerne l'hyperphagie boulimique, j'ai appris cet après-midi en assistant à une conférence qu'on n'en a parlé qu'à partir de 2012. Ce n'est que depuis septembre 2019 que la boulimie et l'hyperphagie boulimique sont venues rejoindre l'anorexie comme TCA à part entière dans les recommandations de bonnes pratiques éditées par la HAS, sous l'impulsion des professionnels de santé. Enfin, on peut parler de reconnaissance et de visibilité. Pour les patients et leurs familles, c'est un plus non négligeable, comme une sortie de la clandestinité. Pas plus qu'il n'était préparé à accompagner l'anorexie, l'entourage ne l'est pas pour accompagner la boulimie. Oh la vache, elle dit un truc. J'entends des commentaires, donc si vous voulez couper vos micros. En plus, quand ils sont désobligeants, c'est mieux. C'est mieux. Merci pour le commentaire. Bon, je continue quand même à lire, hein, excusez-moi. Donc, du coup, ça m'a troublée. Hein. Donc, voilà, pas plus qu'il n'était préparé à accompagner l'anorexie. Ici, l'entourage ne l'est pas pour accompagner la boulimie.
Donc, la boulimie se caractérise par des crises avec des fréquences très variables en fonction de l'intensité du trouble. Je ne parle ici que de la boulimie et pas de l'hyperphagie boulimique. Ces crises se décomposent en 3 phases, l'avant, la crise et l'après. Elles se définissent par une absorption d'une quantité astronomique d'aliments dans un temps restreint, ingurgitation de tout ce qui se mange, les patients avalent tout ce qu'ils ont sous la main, tellement la crise est urgente, sans prendre le temps de préparer les produits. Ces crises sont suivies de comportements compensatoires, vomissements provoqués, emploi abusif de laxatifs, diurétiques et autres médicaments, jeûne, exercice physique excessif. Elles sont vécues par les patients comme une perte de contrôle et un profond sentiment de honte et de culpabilité. Les patients se sentent nuls en dessous de tout. Donc, ce n'est pas souvent le jeune qui informe ses parents, mais les indices qu'il laisse, volontairement ou pas. Les placards alimentaires et réfrigérateurs qui se vident, les sacs de déchets laissés sous le lit ou dans le couloir, les boîtes de biscuits vides, cuisine sans dessus-dessous. Conjointement, les parents notent une modification de l'humeur avec davantage de tristesse, agressivité, mensonge, dissimulation, besoin d'argent constant, parfois vol dans les magasins. Un passage prolongé dans les toilettes après le repas, la pratique intensive de sport pour compenser. Les parents témoignent de leur grande souffrance face à ces crises. Souvent, ils disent que la boulimie est plus pénible à vivre que l'anorexie. Elle est plus perçue comme une addiction, avec les mêmes codes, sentiment de pulsion que rien ne peut réfréner. Les parents sentent quand une crise se prépare avec une atmosphère de tension palpable. Ils ne reconnaissent pas leur enfant. Alors là se posent toutes sortes de questions. Que faire, que dire? Protester, empêcher, surprotéger? Dans un premier temps, il faut chercher de l'aide auprès du médecin traitant, auprès des spécialistes qui le suivent déjà, s'il fait partie des 50% des personnes qui passent de l'anorexie restrictive à la boulimie. Se tourner vers une association spécialisée, vers les réseaux sociaux. Je vais passer la parole au docteur Fauconnier qui va donner des informations sur des pistes et au sujet de ces troubles. Et en deuxième partie, je vous parlerai des missions de notre association AAB Ouest. Merci, Sarah Pelliot. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, moi je me représente, je suis Marie Fauconnier, je suis médecin, psychiatre et addictologue dans le service d'addictologie et donc je travaille notamment à mi-temps à l'espace Barbara qui accueille des patients qui souffrent de troubles alimentaires. Alors la boulimie, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement parlant, la boulimie, ça vient du grec. Ah, j'ai un retour. Non, ça va. Voilà, la boulimie, ça vient du grec, ça veut dire faim de bœuf. Alors effectivement, comme l'a rappelé Madame Célineau, il a fallu attendre longtemps pour qu'elle soit reconnue comme une maladie à part entière. Voilà, au début, on la retrouve comme un symptôme de divers troubles. Et puis, voilà, c'est vraiment à la fin du XXe siècle qu'on commence à parler comme une maladie. Et puis, il faut attendre 2019 pour qu'elle fasse l'objet de recommandations médicales spécifiques, au même titre que l'anorexie. Voilà, aujourd'hui, elle fait partie intégrante du DSM, c'est le diagnostic manuel des troubles mentaux, dont la 5e version est sortie en 2013. Alors, la boulimie, elle se définit par la présence de crises. Voilà, comme l'a dit Madame Célineau, c'est vraiment l'absorption de quantités alimentaires largement supérieures à la moyenne et en très peu de temps. Donc, il y a vraiment un caractère d'urgence avec un déroulement ininterrompu de la crise et un sentiment de perte de contrôle, voire de dissociation avec des personnes qui se sentent vraiment comme déconnectées de leur corps. Alors après, la crise, elle peut être préparée ou non, elle peut porter sur des aliments sucrés ou salés ou les deux. En tout cas, en général, c'est souvent la quantité qui va primer sur la qualité. Voilà, s'il y a une dimension de plaisir, souvent ce qu'on va retrouver, c'est la recherche de se remplir au-delà de toute sensation de plaisir, avec vraiment quelque chose où c'est parce qu'on a trop mal ou qu'on est trop plein qu'on s'arrête. Une crise, c'est aussi l'après.
donc en état de torpeur, de flottement interne, de dépersonnalisation, des douleurs physiques aussi, et puis surtout un grand sentiment de culpabilité, de honte, de dégoût, voilà, on se sent vraiment comme une merde, quoi. Voilà, donc tac, voilà, donc après crises, enfin la fréquence des crises, elle est variable. Vous avez des patients qui vont faire des crises de façon assez espacée, de quelques jours, quelques semaines, et puis d'autres patients qui font des crises tous les jours, voire plusieurs fois par jour, 2, 3 fois par jour, voire 10 fois par jour pour certains patients. On va parler dans ces cas-là d'états de mal boulimiques, hein, c'est comme des états de mal épileptiques, hein, quand les patients comme ça enchaînent des crises et qui mettent les sujets dans des états extrêmement altérés. Alors, il y a 2 types de troubles qui se définissent par, enfin, dont le symptôme principal est, la crise de boulimie. Donc, voilà, madame Célineau l'a rappelé, il y a la boulimie nerveuse, dans le cas où il y a des conduites, de compensation très présentes, comme, des vomissements, des prises de laxatifs, de la restriction alimentaire, du jeûne, de l'hyperactivité physique, sportive très intense. Et puis, vous avez un autre type de trouble qui est l'hyperphagie boulimique, voilà, dans le cas où il n'y a pas ces conduites de compensation. Ce qu'on va retrouver chez les patients qui souffrent de boulimie, c'est souvent une importance majeure donnée au poids. Voilà, le moral, l'estime de soi, la confiance en soi, voilà, tout va être soumis au poids. Je prends du poids, je suis une merde, je perds du poids, je me sens mieux, mais en même temps avec quelque chose qui fait vraiment impasse, parce qu'en même temps, c'est jamais assez, j'ai jamais perdu assez pour me sentir bien. Ce qu'on retrouve aussi souvent, c'est des facteurs psychologiques qui sont associés aux crises, avec des patients souvent qui sont dans une faible estime d'eux-mêmes, qui peuvent être dans une intolérance à la solitude ou en tout cas une grande sensibilité à la séparation. On peut retrouver aussi une grande impulsivité chez certains des patients, avec comme ça un fonctionnement un peu en tout ou rien. Voilà, ça peut aller aussi jusqu'à des attaques de son corps, des automutilations, des scarifications qui peuvent exister aussi chez ces patients. Donc, la boulimie, c'est un trouble qui touche 1 à 1,5% de la population, majoritairement des femmes, mais aussi et de façon non négligeable des hommes. Et ça, c'est important de le dire parce que les hommes qui souffrent de ce trouble se sentent souvent très isolés. Souvent, ça démarre à l'adolescence, mais vous avez des troubles qui peuvent démarrer plus tôt, à la préadolescence, voire dans l'enfance. Et puis, vous avez des troubles aussi qui peuvent commencer plus tardivement à l'âge adulte. On retrouve souvent, pas systématiquement, mais régulièrement, avant l'installation de la boulimie, une phase de contrôle alimentaire. Alors, voilà, des régimes ou voilà, vraiment un processus aussi parfois anorexique avec de l'éviction d'un grand nombre d'aliments de l'alimentation, des quantités qui diminuent, des repas qui sautent et cetera. Voilà et donc, souvent, hein, avec, l'anorexie, on va parler, de 2 pôles, d'une même maladie, avec des similarités qu'on va retrouver entre ces 2 troubles et il y a certains patients qui souffrent d'anorexie et qui présentent des crises de boulimie et dans ce cas-là, on parle d'anorexie boulimique. Voilà, donc souvent, hein, chez les patients boulimiques comme chez les patients anorexiques, enfin, on retrouve de façon systématique des obsessions, alimentaires, corporelles, pondérales, des règles alimentaires, des fausses croyances. On peut retrouver aussi, chez les patients qui souffrent de boulimie, de façon assez fréquente, de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, je vous mets un peu des images en même temps, bah non, je peux pas, bah, tant pis. C'est, voilà, une impression d'avoir un corps, hors norme, hein. C'est, on va se focaliser sur un défaut, minime ou un défaut imaginaire, voilà, avec des perceptions qui vont être complètement démesurées, voire erronées et donc dans les troubles alimentaires, voilà, les patients en général vont trouver leur corps, trop, trop gros, trop mou, trop flasque ou pas assez ferme, pas assez musclé et cetera. Vous avez des patients aussi, qui ont l'impression que leur corps se transforme instantanément, quand ils mangent. Voilà, je prends un carré de chocolat, j'ai l'impression que les cuisses ont grossi, et vous allez vraiment avoir des véritables convictions, hein, chez les personnes.
Alors, pourquoi on parle d'addiction? Alors déjà, en 1945, il y a un psychanalyste qui s'appelle Fénichel qui a parlé de toxicomanie sans drogue, hein, avec l'idée que, on pouvait être addict à des comportements et pas forcément à des produits comme, l'alcool, la cocaïne, le cannabis et cetera. Voilà, aujourd'hui, on parle d'addiction comportementale. Il y a un psychiatre américain, qui a, défini notamment des critères de l'addiction. Là, je vous lis, la définition, elle s'appelle Goodman, hein, c'est une définition qui a été posée en 85. Un processus, donc ça c'est la définition de l'addiction, hein, selon Goodman, un processus dans lequel un comportement qui peut à la fois produire du plaisir ou soulager un inconfort interne est employé selon un modèle caractérisé par l'échec répété à contrôler le comportement et la poursuite du comportement malgré les conséquences négatives. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe, hein, dans la boulimie, une pulsion, une tension croissante avant de réaliser le comportement et puis un soulagement, pendant le comportement. Voilà, on est vraiment là dans le champ, de la pathologie et non de la volonté. Voilà, parce que la boulimie, hein, elle entraîne vraiment beaucoup de conséquences négatives et pour un certain nombre d'entre elles, invisibles. Hem, alors, pour en citer certaines, la boulimie, elle va avoir un grand retentissement sur, le poids en général, avec soit des patients qui peuvent être, dans des états de maigreur ou de dénutrition ou au contraire des patients qui vont être, en surpoids ou en obésité et tout ça, ça a des conséquences, importantes sur le corps. Puis des patients aussi qui vont beaucoup faire de yo-yo avec des grandes fluctuations, pondérales aussi qui font souffrir le corps. Les patients, ils souffrent aussi beaucoup au niveau digestif, avec des troubles du transit, des douleurs, l'inflammation, des reflux et cetera. Voilà, tout ça, ça suscite vraiment des inconforts importants, de la douleur et cetera. Pour les femmes, vous avez, un retentissement aussi, potentiel sur les cycles menstruels, avec un espacement des règles ou un arrêt des règles, qui peut avoir des conséquences aussi sur les os avec une fragilisation du système osseux. Ce qu'il faut, retenir au passage, je passe le message, c'est pas parce qu'on n'a plus de règles, qu'on ne peut pas tomber enceinte. Voilà, je passe ce message au passage. Et puis après, il y a toutes les conséquences, notamment liées aux conduites de purge, aux vomissements, aux prises de laxatives, au premier rang desquels le risque de manque de potassium. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, hein. Le manque de potassium, on appelle ça hypokaliémie. Ce qui est important, c'est qu'on ne va pas ressentir, hein, qu'on manque de potassium. Et pourtant, ça peut être très grave parce que le cœur a besoin de potassium pour fonctionner. Donc, c'est pour ça que chez les patients qui notamment se font vomir régulièrement, on va surveiller le potassium avec des prises de sang comme ça régulières. Voilà, il peut y avoir aussi un retentissement sur les dents, important avec l'acidité, des vomissements, des érosions des dents. Voilà, ça c'est important aussi de ne pas se brosser les dents juste après s'être fait vomir parce que ça augmente l'acidité au niveau des dents. Voilà, donc là, notamment, c'est important d'avoir un suivi dentaire régulier. Voilà, après la boulimie, c'est aussi quelques signes, parfois plus visibles. Voilà, il y a ce qu'on appelle le signe de Russell, hein, c'est ces lésions au niveau de la jointure des doigts, hein, pour les patients qui vont vomir. C'est, parfois aussi dans les vomissements, plus chroniques des glandes salivaires, des parotides, dont la taille est augmentée. Voilà. En tout cas, la boulimie, c'est avant tout, beaucoup de fatigue physique, psychique, hein, pour les personnes, avec des conséquences importantes sur l'estime de soi, qui peut aller jusqu'à la dépression, voire des idées noires ou des idées, suicidaires. En tout cas, la boulimie, elle entraîne vraiment un sentiment de rupture avec ses valeurs, avec des personnes qui vont s'isoler, qui vont se replier. Voilà, il y a certaines personnes qui volent pour faire des crises, hein, parce qu'il y a aussi, hein, toutes les conséquences financières liées aux crises. En tout cas, à un moment, ça peut finir par prendre toute la place, voilà, avec des activités sociales, voire professionnelles qui disparaissent. En tout cas, ce qu'on aime faire, voilà, on ne le fait plus parce que c'est la boulimie qui décide de tout. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment que rien n'est une fatalité, hein. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est, pour, le plus grand nombre des conséquences, c'est réversible et il y a vraiment des choses, pour diminuer les dommages, pour, soigner, pour protéger, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important d'en parler aux médecins traitants, hein. Ça, c'est une des premières étapes primordiales pour sortir du cercle infernal de la boulimie. C'est vraiment, voilà, prendre soin de son corps, poser des sécurités pour sa santé, ça c'est des choses essentielles. Alors après les
patients se demandent souvent pourquoi moi. Ou les proches, hein, pourquoi ma fille, pourquoi mon fils, pourquoi mon frère, pourquoi ma femme. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la boulimie, comme toutes les maladies psychiques, c'est une maladie multifactorielle, hein. Il n'y a jamais une raison, une explication aux troubles alimentaires. Vraiment, ne perdez pas votre temps à chercher un fautif, un responsable, parce que voilà, c'est bien simple, il n'y en a pas, hein, on est dans le champ de la pathologie. Euh, donc, après, voilà, c'est pas nécessaire de comprendre pourquoi pour avancer, hein. Alors, bien sûr, hein, on peut retrouver des fragilités psychiques initiales, on peut retrouver dans la vie des personnes des traumatismes, des événements fragilisants, même des choses minimes, mais pas toujours, hein, c'est pas systématique. Au passage, hein, la crise Covid, avec les confinements, etc., ça a vraiment constitué, hein, des événements fragilisants pour les personnes. Et on constate, hein, que ça a vraiment favorisé l'émergence de troubles alimentaires, avec des soins aujourd'hui qui sont très sollicités et débordés. Euh, donc, voilà, on peut aussi retrouver, hein, des grandes angoisses, notamment au moment de l'adolescence, de la dépression. Bon, en tout cas, ce qu'il faut souvent, hein, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à dire, que ce soit à soi ou aux autres. Et voilà, les choses vont s'exprimer dans le corps parce que c'est la façon qu'on trouve pour retrouver un sentiment de contrôle dans une situation où on a l'impression de plus contrôler grand-chose. Voilà, parce que ça, c'est vraiment un mot important, hein, dans la boulimie, c'est ce mot de contrôle-là. Voilà, les patients contrôlent leur alimentation, leur corps, leurs émotions aussi. Voilà, et avec une alternance comme ça entre je contrôle tout et puis je contrôle plus rien. Alors voilà, justement, une question qu'on peut se poser, c'est voilà, comment je suis encore dedans, comment ça continue, et du coup, comment je fais pour m'en sortir. Donc là, on se retrouve à pouvoir un peu observer, hein. Ça, c'est vraiment un maître mot pour avancer, c'est l'observation. Voilà. Est-ce que ce qui se passe là, ça entretient la boulimie ou ça m'aide à avancer, hein? Par exemple, pour la culpabilité, est-ce que voilà, le fait de me sentir coupable après une crise, est-ce que ça m'aide à faire moins de crises ou est-ce qu'au contraire, ça me fait sentir encore plus nulle et ça me fait faire encore plus de crises, hein? Vraiment, observer, c'est faire un pas de côté, vraiment se décaler des automatismes dans lesquels nous entraîne la boulimie. Voilà, pour ce qui est, hein, des facteurs qui favorisent les crises, on va souvent parler de 3 types de facteurs. Il y a les facteurs, tout ce qui est contrôle alimentaire, compensation, et cetera. En tout cas, tout ce qui met notre corps dans un état de privation, de manque, de frustration. Voilà, et c'est déjà en les repérant qu'on va pouvoir agir dessus. Enfin, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que la crise, elle est souvent à la mesure de ce que vous vous interdisez, de ce que vous vous privez, que ce soit sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan émotionnel. Voilà, justement, ça, c'est le deuxième type de facteur, c'est tout ce qui est stress, anxiété, culpabilité, émotion, et cetera. Les émotions, hein, c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est quand on commence à en avoir peur qu'on commence à chercher à vouloir les éteindre avec les crises. Voilà. Et si aujourd'hui, je m'autorisais un peu à laisser de la place à ma tristesse et voilà, et quelles alternatives je peux trouver pour traverser ce moment émotionnel, inconfortable. Voilà, tout ça, c'est autant de pistes pour avancer vis-à-vis de la boulimie. Et puis le troisième type de facteur, c'est tout ce qui est habitude, rituel, automatisme, etc. L'heure à laquelle on fait une crise, le canapé sur lequel on est assis, la télé devant laquelle on mange, les rituels de vomissement, l'assiette de crise, enfin voilà, tout un tas de rituels sur lesquels on va pouvoir mettre des petits grains de sable pour retrouver de la liberté, hein. Parce que la boulimie, il y a vraiment ce chemin direct entre j'ai envie de faire une crise, j'ai envie de manger et je mange. Et donc, ça va être de pouvoir, voilà, trouver des petits contournements dans ce chemin très direct, voilà, en décidant par exemple de différer la crise, voilà, en marchant, en écrivant, en appelant quelqu'un avant. Voilà, tout ça, c'est des petites étapes pour retrouver de la liberté. Au passage, hein, sur la question des automatismes, des habitudes, et cetera, il y a des patients, et un certain nombre qui prennent l'habitude de se peser énormément. Ça, c'est quelque chose de très important, d'arrêter de se peser seul, hein. Ça, vraiment, on conseille ça, parce que ça entretient aussi beaucoup les symptômes. Et donc, voilà, c'est vraiment, on met la balance dehors et la pesée, c'est chez le médecin traitant ou chez le nutritionniste.
Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les avancées, pour la plupart des patients, elles sont vraiment petit pas par petit pas, avec des vagues plus ou moins grandes, et puis on apprend petit à petit à surfer dessus. En tout cas, c'est vraiment normal et nécessaire de se faire aider. Voilà, un message important aujourd'hui, c'est vraiment possible de sortir de la boulimie. Ça peut prendre, ça prend du temps, mais c'est vraiment possible de s'en sortir. Voilà, le mieux, c'est quand la prise en charge peut être précoce, mais il n'est vraiment jamais trop tard pour se faire aider. Et donc, c'est vraiment pouvoir oser passer le cap, de pouvoir en parler, à commencer par son médecin traitant, à son médecin traitant. Alors, une fois qu'on a demandé de l'aide, quels soins peuvent être proposés? Alors, on privilégie souvent les soins ambulatoires, c'est-à-dire sans hospitalisation, pour que la personne puisse continuer à vivre au maximum sa vie normale. Donc les soins, après, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de professionnels. C'est pour ça qu'on parle de prise en charge multidisciplinaire. À Nantes, il y a le réseau donc Abella, qui regroupe un certain nombre de professionnels sensibilisés au TCA, des médecins généralistes, des nutritionnistes, des psychiatres, des endocrinologues, des hépatos, des psychologues, des psychomotriciens, etc. Il y a souvent deux axes un peu dans la prise en charge. Il y a l'axe somatique, nutritionnel, et puis l'axe psychique. Et ça va souvent être difficile de faire l'un sans l'autre. Avec le médecin traitant qui va avoir vraiment une place centrale, de pouvoir assurer en premier lieu une veille de l'état de santé de la personne, surveillant le poids, et pilon sanguin, etc. Voilà, et puis donc, un bilan nutritionniste est souvent nécessaire pour parler des représentations alimentaires, et puis dégager un peu des pistes pour lever tous les interdits que la maladie impose. Et puis après, en fonction des propositions, enfin de la situation, on va pouvoir parler suivi psychologique ou suivi psychiatrique ou suivi addictologique ou groupe thérapeutique, hôpital de jour et puis parfois hospitalisation de temps plein quand les crises sont vraiment trop envahissantes. Voilà. En tout cas, l'idée, ce sera toujours d'avoir et un regard sur l'alimentation, le corps, le poids, et puis un regard plus élargi sur les émotions, les relations, l'histoire de la personne. La base du soin, en tout cas, ça va vraiment être l'expérience. Faire l'expérience de traverser des peurs pour préciser la place qu'on souhaite ou non laisser à la boulimie. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce processus de pouvoir retrouver de la liberté, il n'y a que vous, les patients, qui pouvez décider de vous y engager. Ça, ni les soignants, ni les proches peuvent prendre cette décision à votre place. Et parfois, ce n'est pas le moment et c'est aussi important de le respecter. Alors après, décider de s'engager, ça ne veut pas du tout dire être sûr à 100% qu'on veut se débarrasser des crises ou qu'on va tracer une ligne toute droite, etc. C'est vraiment avant tout d'accepter de se faire aider. Voilà, et de pouvoir construire à plusieurs des étapes de changement. Voilà, la boulimie, c'est comme toutes les addictions, c'est vraiment la solution unique. C'est vraiment tout ce que je traverse, je vais le gérer avec les crises. La boulimie, elle est très très forte pour faire croire qu'elle est la solution à tous les problèmes. Et donc tout un travail, ça va vraiment être d'élargir les ressources et de laisser de la place aux alternatives. Alors, dans tout ça, quelle est la place des proches? Voilà, comme Mme Célineau vous l'avez dit, les proches se retrouvent vraiment dans un casse-tête infernal. Voilà, est-ce que je suis trop proche, trop loin? Est-ce que je suis fautif? Est-ce que je suis trop intrusif? Est-ce que je dois laisser faire, empêcher, protester? Avec souvent un grand sentiment d'impuissance, d'incompréhension, de la colère, de la tristesse, de l'inquiétude, etc. Pour moi, une question vraiment primordiale à se poser pour les proches de patients qui souffrent de boulimie. Je regarde juste 2 minutes parce que c'est une dame de Saint-Jacques, c'est pour ça que c'est une psy qui travaille avec Lambert. Quelqu'un? Est-ce que c'est possible de couper le micro? Merci. Donc, voilà, c'est une question primordiale à se poser pour les proches des patients. C'est où est-ce que c'est utile ou non que je mette mon énergie? Est-ce que voilà, ce que je fais là, est-ce que ça aide ma fille, mon fils, ma femme, ou est-ce que ça m'épuise?
hein, ça me paraît être une question importante pour vraiment préciser la place que vous pouvez avoir auprès de la personne. Voilà. Après, une étape importante, enfin, ça va être de pouvoir créer un espace de dialogue. Alors, je sais bien que c'est des choses vraiment pas aisées, parce que vous êtes face à des personnes qui elles-mêmes ne comprennent pas ce qui leur arrive, se sentent perdues, se sentent démunies, etc. Euh, voilà, je vous cite une patiente là, voilà, qui, dans un témoignage, qui dit voilà, tu ne peux pas leur demander de comprendre ce que toi-même tu ne comprends pas, tu ne peux pas leur demander les mots pour t'en sortir que toi-même tu ne trouves pas. Alors, par exemple, voilà, pourquoi pas partir de là? Bah, on n'y comprend rien. Et si on essayait d'ouvrir un peu des pistes ensemble, et si tu m'aidais à t'aider? Voilà, c'est vraiment laisser de la place, laisser de l'espace à votre fils, votre fille, votre femme, votre frère, pour qu'ils puissent petit à petit, hein, vous dire, bah là, quand tu fais ça, ça m'aide pas. Là, par contre, ça m'aide bien. Et vice-versa. C'est vraiment la question de comment on trouve ensemble ce qui pourrait aider l'un et l'autre à mieux vivre la situation. Une vraie place, hein, que vous pouvez prendre, notamment les proches des patients, c'est d'aider à poser des sécurités. Voilà, de pouvoir encourager notamment la personne à aller voir le médecin traitant. Ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Voilà, en tout cas, l'accompagnement des proches, c'est vraiment quelque chose de primordial. Voilà, Madame Seynou va parler des groupes de parole pour les parents à l'association AB West. Il y a des groupes info aussi pour l'entourage à l'espace Barbara. Voilà, des rencontres avec le médecin qu'on essaye le plus précoce et possible, même si c'est voilà, pas aussi rapide et fréquent, hein, qu'on le voudrait. Voilà. Alors là, je ne vais pas vous saturer avec plein de conseils. En tout cas, puis vous pourrez trouver un document, on va partager un document, voilà, avec quelques pistes un peu pour notamment les proches des patients. Puis voilà, ça viendra peut-être dans les questions. En tout cas, là, je choisis juste un message important pour conclure. C'est vraiment important de continuer à partager des moments en dehors de la maladie. Parce que la maladie, vraiment, elle envoie des tentacules partout et finit par régir toute la vie de la famille. Et donc, vraiment, faites des choses ensemble. Et puis aussi, voilà, gardez, continuez vos projets personnels, notamment pour les proches. C'est vraiment ça, je trouve, une façon merveilleuse d'aider que de faire exister des choses de la vie normale, hein, quand la maladie voudrait les éteindre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vais rebrancher mon micro pour te remercier pour la clarté de tout ce que tu as pu aborder, Marie, puis Mme Célineau aussi avant, puisqu'on n'avait pas fait de coupure entre les deux. Je propose éventuellement qu'on fasse un petit tour par la salle avec des questions qui sont posées, et puis après, Mme Célineau, vous repartez sur les aspects plus illustratifs de ce que vous proposez sur l'association ABO. Parfait. Déjà, moi, je voulais remercier Madame Fauconnier parce que je trouve que toutes les pistes qu'elle a données, c'était vraiment des pistes très, très importantes pour les parents parce que ce sont des questions qu'ils posent généralement en groupe de parole, quoi. Que faire pour aider notre enfant? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut agir? Et je trouve que les petites pistes qu'elle a données, c'est vraiment essentiel. Je ne sais pas ce qu'en pensent les parents qui sont dans l'assistance, peut-être. On va laisser les questions venir en rappelant qu'elles peuvent être posées soit sur le chat, et puis je les relayerai, soit à l'oral, si vous pouvez activer votre micro et poser la question, et si possible, du coup, brancher la caméra si c'est jouable pour vous, afin de poser la question. Moi, je voulais épingler Marie. J'improvise aussi l'animation du Zoom. Raté. Je voudrais poser une question parce que Madame Fauconnier a parlé d'un document, mais elle n'a pas donné le document. Alors, quel est ce document, s'il vous plaît? Le document, je l'ai mis dans le chat, du coup, sauf si je me suis trompé. J'ai pas eu le temps de regarder. Voilà, c'est là où il y a plein de chiffres et de lettres incompréhensibles parce que c'est un lien vers je ne sais plus par où, un WeTransfer. Enfin bon, c'est un système de sauvegarde. Et en fait, le document de base, Marie, tu pourras préciser, mais c'est un document qui a été construit à Salomé, essentiellement notre unité d'hospitalisation, par notamment Catherine Cortet, qui est la psychologue là-bas, et qui est un manuel à la fois de self-help, comme on dit, donc de s'aider soi-même par la question
observation que Marie a abordé dans son début d'intervention, et il est tout à fait utilisable aussi pour se confronter soi-même ou les familles à une évaluation du symptôme boulimique. Après, là, dans ce que j'ai transféré, c'est vraiment, c'est surtout un peu des pistes, des conseils pour l'entourage. Voilà, il n'y a pas ces échelles d'évaluation, etc. Moi, dans ce que j'ai transféré, c'était surtout ces petites pistes-là qui étaient transmises et qui avaient été effectivement construites par notamment par la psychologue du service. Ouais. Merci. Alors, quelles questions peuvent être sollicitées par ces deux interventions, ces deux bouts d'intervention pour l'instant, ou des généralités sur la boulimie, l'hyperphagie? Quand on est en cours, je me permets de prendre un nom au hasard et de l'interroger, mais là, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas le faire. Bien, bah, s'il n'y a pas de questions Ah si, Madame Travers. Oui, bonjour à tous, à toutes. Voilà, moi j'ai une question concernant ma fille qui est âgée de 15 ans et qui souffre de boulimie depuis 1 an et demi. Et en fait, bon, je me reconnais dans les symptômes que vous avez décrits, mais en fait, je pense qu'il y a un envahissement important puisqu'elle reste dans sa chambre, elle est complètement isolée. Et voilà, elle veut que personne ne la voie. Donc, je me demande dans quelle mesure il faut attendre son adhésion aux soins, ou est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, une hospitalisation en fait un peu forcée, quoi. Vas-y, je te laisse commencer. Si tu veux. Et merci pour votre question. Effectivement, c'est vraiment des questions de quand est-ce qu'on pousse, quand est-ce qu'on laisse faire. Et puis, vous avez une jeune fille de 15 ans qui est mineure. Voilà, Oui. donc aussi, voilà, on est dans ce contexte-là. Et donc, effectivement, moi, je pense qu'avec une jeune fille de mineure, on peut venir imposer certaines choses. Au moins un rendez-vous avec un médecin traitant. Après, c'est sûr que vous n'êtes pas maître de ce qui peut se passer, par exemple, dans ce rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, moi, je demande à ce que tu puisses rencontrer le médecin et voilà, éventuellement prévoir un temps d'échange avec le médecin traitant. Éventuellement, voilà, je demande à ce que tu rencontres des professionnels. Alors après, l'hospitalisation forcée, elle se fait dans des cadres un peu précis où il y a de la mise en danger, voilà, avec justement via enfin, voilà, différentes mises en danger, soit physiques, avec la dénutrition, manque de potassium, ou mise en danger psychique aussi. Donc ça, la question, elle peut se poser en tout cas avec les médecins et voilà, c'est vrai qu'on essaye d'éviter pour une jeune fille de 15 ans de hospitaliser de façon imposée, mais voilà, ces questions elles peuvent tout à fait être posées aux médecins. En tout cas, moi je pense qu'en tant que mère d'une jeune fille de 15 ans, vous pouvez imposer des choses, même si derrière vous ne serez pas maître complètement de ce qui se passera, quoi. Et de ce que votre fille comment votre fille pourra se saisir ou pas de ces espaces-là et de ce qui sera décidé. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais envie de vous répondre. Je vais me permettre, avant que vous répondiez, de compléter avec un avis un petit peu différent, enfin, qui rejoint et qui complète ce que dit Marie, c'est-à-dire que moi, j'étais exactement avec la même proposition d'avoir une réponse qui soit graduée, c'est-à-dire que je pense que vous pouvez, et c'est même un devoir quasiment d'imposer la réponse minimale de sécurité qui est un bilan avec le médecin généraliste, un bilan biologique de temps en temps, des choses comme ça, qui ne sont pas très engageantes en termes d'implication dans le soin, même si ce n'est pas facile pour les patients, mais c'est quand même relativement limité comme présence, à la différence d'imposer une hospitalisation, sauf cas d'extrême urgence ou de gravité particulière que citait Marie, où là, ça nécessite un engagement plutôt plein et entier de la part du patient, ou en tout cas, on va être dans cette réponse un petit peu différenciée en fonction de la gravité et puis de ce que le patient
admet pouvoir faire. Après, là où c'est compliqué quand même, parce que ça, c'est le manuel théorique. Après, c'est dans quel territoire de soins et puis avec quelle réponse soignante derrière. C'est-à-dire, quelle est la réponse de votre médecin traitant et comment lui, il connaît ou il est à l'aise avec ces réponses-là. Et puis, si à un moment, on fait miroiter, soit par intérêt, soit par menace d'une certaine manière, mais pour sécuriser son enfant, une hospitalisation, est-ce qu'elle est disponible? À quel délai? Avec qui? Dans quelles conditions d'admission, etc. Et ça, je pense que c'est important pour vous, et de toute façon, c'est important pour nous en tant que médecins, mais après, ça, c'est notre travail d'avoir cette organisation-là, de savoir où on se situe, c'est-à-dire quelles sont les ressources que l'on peut avoir. Et du coup, les ressources, c'est le médecin traitant, nutritionniste, psychiatre, hospice, association de famille, médecine scolaire, enfin, il y en a plein, mais il faut faire l'état des lieux parce qu'effectivement, malheureusement, et c'est bien l'intérêt de ces journées-là, les ressources soignantes, elles ne sont pas hyper développées partout, quoi. Et justement, parce qu'en fait, si je peux me permettre de continuer un petit peu, un suivi a été fait, une hospitalisation l'année dernière, sauf que là, elle est dans un processus d'isolement complet. Elle reste dans le noir, dans sa chambre, tout le temps, depuis plusieurs mois. Et donc, je n'ai pas vraiment de prise, effectivement, et ce sentiment d'impuissance, il est très présent. Mais elle refuse qu'on la voie parce qu'au niveau du poids, en fait, elle fait le yo-yo. Elle a pris 20 kilos en 2 mois, pratiquement. Et donc, les crises sont très fréquentes. Et en fait, le suivi médical, il y en a un d'amorcé avec un psychiatre, mais c'est par téléphone seulement. Et elle est incapable même de sortir dans le jardin, en fait, de peur qu'on la voie, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et l'hospitalisation de l'année dernière, du coup, c'était en pédiatrie, en pédopsie, ailleurs? Les deux. Liées à des conduites d'automutilation, voilà, quoi. Là, elle est… Ouais. Donc… Et du coup, est-ce que vous savez, après on ne va pas forcément rentrer dans le détail de la situation de votre fille, mais c'est la question qui va avec aussi, c'est quel partenariat vous pouvez avoir avec le médecin psychiatre? Il y en a un, c'est par téléphone, alors le Covid a fait quelques changements aussi dans les organisations, mais du coup, quelle possibilité de le contacter? Est-ce qu'il est d'accord avec le maintien à domicile? Est-ce que finalement il voudrait une hospitalisation, mais il n'arrive pas à convaincre votre fille ou elle ne… Alors c'est ça, oui. L'idée, c'était de lui laisser le temps aussi déjà d'instaurer une relation avec le médecin et la psychologue. Sauf que en fait, elle est dans l'ambivalence en permanence. C'est oui, mais il faut que je maigrisse avant. En fait, tout tourne autour du poids. Ce que vous disiez, Fauconnier, c'est que toute sa vie est centrée là-dessus et qu'elle n'arrive plus à vomir. Je pense qu'elle est passée à un stade où elle n'arrive plus à ça et du coup, elle prend du poids. Et du coup, comme elle se dit qu'elle ne veut pas qu'on la voie comme ça, eh bien, elle diffère en permanence. Voilà. Donc, ça fait 1 an maintenant qu'elle diffère une hospitalisation où elle aurait dit oui, mais pas avant que… voilà. Donc, Et c'est pour ça que dans les prises en charge, souvent, on parle de limite de poids. C'est un truc assez reconnu, accessible. Tout le monde se dit à moins de tant de kilos, tu seras hospitalisé. À plus de temps, on fera ceci ou cela. Je pense que c'est important d'avoir aussi des limites de temps. C'est-à-dire que quand les choses semblent un peu embourbées, comme c'est la situation de votre fille là, il y a un moment, on peut se dire, voilà, on a un temps d'alliance à créer pendant X semaines à X mois. Et puis ça dépend de chacun et des situations particulières. Mais on ne peut pas imaginer que la situation perdure comme ça pour votre fille pendant tant de temps, pendant une situation qui n'aurait pas de fin dans cette situation-là. Et je pense que c'est important de pouvoir contractualiser avec elle et avec les médecins qui la suivent. Si dans 2 mois, au hasard, les choses n'ont pas bougé, forcément, il faudra passer par une case hospice parce qu'on voit bien que c'est trop difficile de changer par toi-même. Et je crois que la donnée temps, qui fait bien sûr partie des troubles du comportement alimentaire, est une donnée fondamentale qu'il faut intégrer dans la prise en charge. Oui, parce qu'elle a 15 ans en plus. Enfin, elle est très jeune, quoi. D'accord, merci. Alors, du coup, je me fais écho de 2 questions que j'ai vues passer. La première, c'était la question de l'hyperphagie boulimique, qu'il faudra peut-être traiter aussi en parallèle de la boulimie. Je pourrais éventuellement recadrer ça rapidement. Et puis, la deuxième, c'est la question des compulsions alimentaires et finalement de l'addiction alimentaire aussi, de l'évitement émotionnel que tu as abordé, Marie. Tu pourras peut-être repréciser les choses si tu as accès au chat aussi. Je me permets de faire la réponse assez rapide pour l'hyperphagie boulimique parce que finalement, c'est assez simple. Il y a vraiment la question de l'anorexie. On se prive de nourriture pour maîtriser son poids, perdre du poids, contrôler les émotions, bien évidemment. Des fois, la maîtrise alimentaire n'est pas suffisante
pour pouvoir éviter des crises de boulimie, et le corps réclame mais ne peut pas assumer de prendre du poids, donc il y a une organisation de conduite de purge. Et puis dans l'évolution un peu chronologique naturelle de l'évolution de ces troubles-là, l'hyperphagie boulimique, c'est de se gaver de nourriture, d'être dans des compulsions alimentaires avec perte de contrôle, des quantités massives, mais sans forcément avoir la possibilité ou la nécessité de se purger de ça. Et du coup, ça s'accumule dans une prise de poids qui peut être très importante, comme le disait la dame d'avant aussi, c'est-à-dire très rapide. C'est pas forcément des poids extrêmement importants, mais c'est des prises et des changements de poids avec des alternances d'anorexie, d'hyperphagie qui sont variables. Donc, on est vraiment dans un continuum de symptômes qui n'arrêtent pas d'évoluer et qui évoluent selon le parcours de vie des patients. Après, le problème de l'hyperphagie boulimique, c'est que ça fait entre guillemets moins de dégâts psychiques et moins de dégâts médicaux que l'anorexie et la boulimie. Et déjà que la boulimie est une maladie honteuse qu'on met des fois des années à dépister ou à les faire soigner, l'hyperphagie, c'est encore plus longtemps après, le plus souvent. Et du coup, ça fait un âge d'arrivée en soins pour les patients qui souffrent de cette hyperphagie qui est extrêmement tardif, avec des conduites qui se sont organisées pendant très très longtemps et qui sont pour le coup extrêmement difficiles à mobiliser et à déplacer. Et ça rejoint un peu la question d'après que s'exprime Marie, c'est comment on fait pour changer comme ça une habitude alimentaire qui vient suppléer à un puits d'émotions qu'on essaie de couvrir toujours de la même manière. Enfin, oui, et j'entendais un peu la question entre compulsion, alimentation émotionnelle, etc. Enfin, en tout cas, parce qu'il y a plein de termes qui peuvent être, qu'on entend, qui sont employés. Après, on est un peu dans si vous voulez, dans des champs de classification un peu différents. C'est pas forcément des choses qui sont complètement différentes. Au contraire, souvent, ça se chevauche. Par exemple, l'addiction à l'alimentation, c'est quelque chose qui n'est pas encore répertorié dans les classifications officielles. Après, voilà, il y a un tas de publications qui nomment troubles d'addiction à l'alimentation. Voilà. Après, effectivement, avec des compulsions comme ça mises en place. Et j'entends la question un peu comment on fait, tu dis Bruno, parce que je relisais les questions, pour se sortir de ces automatismes. Oui, comment quand la question de l'émotion, elle vient se couvrir par ce biais comportemental qui vient effacer ça, et des pensées automatiques. Ouais. Enfin voilà, sur la question des émotions, c'est ce qui prend aussi du temps hein, dans ce champ-là. Je parlais tout à l'heure d'observation. Pour moi, c'est vraiment une première étape. Parce que la boulimie, elle vient vraiment mettre un couvercle sur tout ce qui se passe. Et donc, de pouvoir observer déjà un peu qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe pour moi dans ma tête, mais aussi dans mon corps, voilà, parce que là, une tension, oui, c'est l'observation vraiment, qu'est-ce qui se passe là, quoi, hein, là, je me sens tendue là, j'ai une boule au ventre, j'ai faim, j'ai mal, voilà, j'ai envie de pleurer, voilà, c'est vraiment de faire de l'observation. C'est la première chose déjà là pour sortir un peu de ces automatismes et de cette extinction là que la boulimie entraîne. Et puis, voilà, après, au-delà de l'observation, c'est OK, voilà, qu'est-ce que je peux reconnaître de ce qui se passe pour moi et voilà, comment je peux nommer ce qui se passe pour moi, est-ce que j'en parle et puis après, quels petits outils aussi je peux avoir pour traverser, voilà, par exemple, ce moment-là de colère ou d'inconfort émotionnel qu'on ne sait pas forcément nommer, ou de tristesse ou autre. Voilà, par exemple, ce qu'on peut travailler hein, avec les patients, c'est ce qu'on appelle des boîtes à outils. Voilà, plein de petites ressources comme ça qu'on peut employer pour voilà, traverser ces émotions avec des patients qui font des vraies boîtes, qui se construisent une boîte avec plein de petits trucs dedans, un peu symbolisés, un peu concrets, etc. Et puis après, va falloir tester, quoi. Ah bah tiens, là, quand je me sens comme ça, quand j'ai une envie de crise comme ça, tiens, ça, j'ai repéré que écouter de la musique, que ça peut m'aider, que passer un quart d'heure, l'envie de crise, elle était un peu moins forte, ou parce qu'une envie de crise, en tout cas, à un moment, ça monte très fort et puis à un moment, ça passe. Alors, un quart d'heure, je suis un petit peu optimiste. Parfois, ça prend un peu plus de temps hein, pour que l'envie se traverse. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment expérimenter des petits outils concrets
vais marcher, j'appelle une amie, voilà, parfois, hein, ça peut être aussi, je prends un médicament pour apaiser le stress, etc. Et en tout cas, plus vous aurez un peu des petites ressources, des petits piliers comme ça. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'aime bien le mot traverser, hein, plus que gérer ou contrôler, hein. Il ne s'agit pas de venir contrôler et éteindre ses émotions autrement, c'est vraiment, OK, il se passe quelque chose, je vais laisser de la place et je vais trouver des façons à ce que ce soit plus confortable et avec plus de sécurité possible. Tout à fait. Alors, ouais, très bien. Je me permets de faire la réponse aux 2 autres questions qu'on a vues passer, puis après on passera la parole à Chantal Célineau pour la suite de son intervention sur les questions d'association de parents. Alors, il y a eu 2 questions en plus qui sont venues. C'est la question de l'addiction au sucre. Alors, globalement, je pense que ça fait partie de ce que Marie disait, c'est-à-dire que l'addiction au sucre, c'est un des nouveaux tableaux qui est évoqué d'addiction alimentaire, qui vient donner plus de précision et de particularité à ces comportements alimentaires-là, qui n'est pas encore authentifié dans les classifications, mais qui a aussi pas mal de sous-bassements quand même, par contre, neurophysiologiques, pharmacologiques, enfin plein de choses qui sont étayées par la science, parce que le sucre, chacun le sait globalement, c'est quand même l'aliment qui, avec le gras, mais notamment le sucre encore plus fortement et plus puissamment et plus rapidement, génère des sensations de bien-être, de plaisir, d'assouvissement, de ce genre de situation-là. Donc c'est comment spécifier finalement l'aliment qui est ingéré. Quand on parle de boulimie, on parle plutôt de volume alimentaire, effectivement très chargé caloriquement, mais pas forcément gustatif. La question du sucre, c'est rentrer dans cette sélectivité-là et qui a un effet particulier par ce biais-là. Et je pense que ça existe, mais c'est effectivement surtout des questions qui sont plus aussi des pathologies un peu plus repérées plus tardivement, on va dire, d'un âge plus avancé, plus 30, 40, 50 ans, que les questions de l'adolescence, de la boulimie en soi, qui est un comportement de lien avec une massivité alimentaire, je dirais. Mais tout ça, c'est des comportements qui doivent être discutés, évalués. Et quand on parle de boulimie avec les patients, de toute façon, dans l'évaluation que l'on fait avec eux au début, ce que disait Marie, c'est finalement quels sont les aliments qui vous font de l'effet, quels ceux qui vous font plaisir, quels ceux qui vous apaisent, quels ceux qui vous font peur, et de décrire ce qu'il y a à l'intérieur du type d'aliment. Et puis l'autre question qui était posée, c'est la question de l'hospitalisation. Alors nommée d'office, je pense que ça parlait d'hospitalisation, en tout cas sans le consentement du patient et sous contrainte. L'office, c'est encore un autre système quand les patients sont dangereux avec la société. Donc c'est rarement le cas de l'anorexie et boulimie, mais du coup l'hospitalisation sous contrainte sans l'avis du patient. Alors il y a 2 choses. En fait, c'est déjà quelque chose qui s'applique que pour les majeurs, c'est-à-dire que tant que les patients sont mineurs, hors système d'échéance de parentalité, de choses comme ça, que c'est les parents qui sont responsables, d'une certaine manière, c'est à eux de demander une hospitalisation, de solliciter le corps médical qui valide ou non cet hospice. Pour la question de l'hospitalisation sous contrainte, donc ce n'est que pour des questions qui sont majeures, ou autrement, on considère qu'on met son enfant effectivement sous contrainte, mais sous cette question de parentalité à l'hôpital. Et la personne qui posait cette question-là disait que c'était un bon moyen de casser et de résoudre les problèmes. Alors avec une vue qui est peut-être un petit peu trop optimiste, en tout cas dans ce qui a été traduit sur le message, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que effectivement, de mettre quelqu'un à l'hôpital, on peut casser des phénomènes comportementaux, addictifs, boulimiques ou anorexiques, même de force. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui est possible, mais généralement, si on ne le fait pas avec l'accord du patient, quelques jours, quelques semaines après la sortie, on ne va pas les laisser à l'hôpital non plus, on se prend un retour de flamme ou un revers de parcours évolutif qui est extrêmement violent et qui même grève finalement les capacités d'évolution du patient derrière. Après, il ne faut pas oublier ce que disait Marie aussi, que quand il y a mise en danger quasi immédiate de la situation, on ne va pas non plus laisser le patient se dégrader, voire mourir à l'extérieur, parce que c'est des risques qui sont bien sûr présents. Donc, il y a une hospitalisation, un moment de protection qui est proposé, qui est même imposé, mais du coup, c'est une protection. Et c'est une protection pour éviter un risque, notamment létal. Ce n'est pas une hospitalisation de guérison, avec l'idée que ça fasse avancer dans un parcours de soins. Même si, comme c'était noté dans le message, à certains moments, ça fait un peu électrochoc. Et effectivement, il y a des patients qui ont des mobilisations symptomatologiques post-hospice, y compris sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord, qui sont des fois très positives. Mais à l'inverse, il y en a aussi qui ont des mobilisations très négatives là-dedans. Et il vaut mieux, du coup, réussir à peser, à discuter cet attendu de l'hospitalisation en amont que de croire qu'on pourra résoudre les choses comme ça par le biais de la contrainte. On pourrait revenir après si la réponse n'était pas suffisamment étayée ou convenait. Madame Célineau, on vous laisse prendre la suite de votre intervention. Oui, bien sûr. Quitte à contrarier une personne de l'assistance, je crains que je vais beaucoup lire. Mais bon, j'ai du mal à faire autrement. Non, mais donc oui, très bien. Je voulais vous parler donc de notre association AB West, Association Anorexie Boulimie Ouest, donc qui est présente dans la région depuis 2006.
Donc, elle aide les familles à s'y retrouver dans le dédale des parcours de soins qui ne sont pas toujours bien fléchés et à rompre leur isolement. Donc, nous avons plusieurs partenariats, en particulier avec le réseau Abella, avec lequel nous avons des contacts fréquents, où il y a des professionnels qui exercent en interdisciplinarité, psychiatres, psychologues, nutritionnistes. Ces professionnels affichent clairement leur volonté de travailler avec les familles et leurs associations. Pour nous, les parents, cette collaboration est indispensable pour favoriser l'alliance thérapeutique avec la famille. Lors de ces échanges avec les professionnels, nous pouvons faire circuler les informations réciproques dans nos rôles propres de parents et de soignants afin d'améliorer les prises en charge et de pouvoir accompagner et orienter au mieux les personnes qui nous contactent, patients et familles. Alors, nous organisons aussi avec Abella des conférences débats ouvertes à tout public. Donc, la dernière qui a été organisée, c'était en 2019, ça concernait la boulimie et les conséquences sur la dentition, où un dentiste était intervenu. Donc, nous avons aussi une expérience nationale au sein de la FNA-TCA, à travers les échanges que nous avons avec les autres associations. Ça nous ouvre à différentes pratiques associatives et des modes de prise en charge des TCA. Notre partenariat avec la FAB aussi nous amène à nous poser collectivement la question des moyens mis en œuvre pour améliorer la prise en charge des personnes et de leurs familles. Donc, comme je vous le disais, notre association existe depuis 2006. Donc, ça fait 14 ans que nous sommes sur le terrain. Nous avons rencontré en moyenne 600 personnes lors des groupes de parole, des permanences téléphoniques, ainsi que la boîte mail. Nous sommes aujourd'hui persuadés que la prise en charge de la famille doit débuter en même temps que celle de son enfant, ce qui ne veut pas dire nécessairement avec les mêmes professionnels. Alliance thérapeutique oblige. Il nous semble qu'il ne faut pas attendre que les familles aillent mal pour s'en occuper. Des parents accueillis, écoutés, informés, accompagnés ont plus de chances de devenir des parents aidants pour leur enfant à leur place de parents. Concrètement, nous sommes présents à Vannes et Lorient pour animer ou co-animer des groupes de parole une fois par mois. Et à Saint-Nazaire, nous assurons une permanence mensuelle à la cité sanitaire. Donc, mon mari et moi, nous avions bénéficié de ces groupes de parole sur Nantes en 2006. À l'époque, les groupes de parole étaient animés par le professeur Vénis et un infirmier spécialisé. C'est donc en 2006, sollicité donc par le professeur Vénis, que l'association de parents bénévoles voit le jour. Et nous avons débuté l'animation des groupes en 2008. Donc, ces groupes de parole nous ont aidés à sortir de notre isolement social et psychologique, à dire nos vécus, entendre ceux des autres, à libérer la parole, se nourrir de l'expérience des autres, afin de mieux comprendre la maladie de notre fille. Nous avons voulu à notre tour aider les nouveaux parents confrontés à la maladie de leur enfant, à bénéficier d'un tel lieu d'écoute et de partage de vécu souvent douloureux et culpabilisant. Jusqu'en 2018, notre association proposait un groupe d'entraide pour les personnes souffrant de TCA, animé par quelqu'un de non-parent ayant vécu les TCA. Nous sommes toujours à la recherche d'une bénévole ou d'un bénévole d'ailleurs pour animer ces groupes. Donc, pendant le confinement, nous avons mis en place des groupes de parole mensuels par téléphone ou en visio, où une dizaine de participants à chaque fois étaient regroupés. Mais bon, pour nous, rien ne remplace les groupes présentiels où nous pouvons accueillir d'une manière spécifique les personnes qui nous rejoignent pour la première fois afin de les préparer à ce qu'ils vont entendre tout en les rassurant. Ils ne vivront pas la somme de toutes les difficultés évoquées. Chaque parcours reste individuel, même s'il existe des fondamentaux communs comme la culpabilité, la notion de distance entre notre enfant, ni trop près, ni trop loin, la notion de durée de la maladie, notre rôle propre de parent. Et donc, à l'issue du groupe, ça ne s'arrête pas, nous pouvons encore exercer notre rôle associatif par le prêt de livres spécialisés et les communications de coordonnées de structures ou de professionnels. Voilà ce que je voulais dire. Pour en revenir à la boulimie, je voulais citer une jeune fille malade boulimique
patiente de l'espace Barbara. Je cite, « La boulimie n'est pas une fatalité, c'est une maladie qui se diagnostique, qui se prend en charge et qui se guérit. Et surtout, ne vous résumez pas à elle et ne doutez jamais de la beauté de votre personne. Je vous invite à consulter le billet de cette jeune fille que cette jeune fille a posté sur le blog Barbara. Vous y trouverez, vous, les patients, des petits outils qui peuvent peut-être fonctionner pour éviter des envies de crise, et vous, les parents, des informations sur le mécanisme des crises de boulimie. » Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Célineau, pour cette intervention et cette note plutôt positive à la suite. Je remets les 3 intervenants en épingle pour, du coup, prendre les dernières questions. Il nous reste 20 minutes puisqu'on finit à 19h30, comme on avait dit tout à l'heure. Je peux vous trouver les coordonnées du blog pendant que vous cherchez à... Il est bien remonté à Google parce qu'avant, c'était plus dur à trouver que ça. Les coordonnées du blog de Barbara se trouvent sur notre site AAB West. Et dans la boîte de chat désormais. Merci. Alors, Docteur Rocher, justement, là, je vois que vous enregistrez, il sera accessible comment le chat? Alors, le chat, j'espère qu'il passera, mais ce n'est pas sûr pour le coup. Par contre, toutes les conférences sont filmées. En tout cas, on a pour mission de filmer toutes les conférences. Donc, ce qui passait à l'écran là est en cours d'enregistrement et sera diffusable sur la chaîne YouTube de la Journée mondiale des TCA, qui a un site que j'espère tout le monde a pu repérer ou a été consulté. Je rappelle que c'est Journée mondiale TCA, tout attaché sans accent.fr. Vous tapez ça dans le moteur de recherche et vous trouvez facilement. Et du coup, dans le site, il y a un lien direct vers la chaîne YouTube ou même sur YouTube, vous tapez Journée mondiale TCA. Je suis sûr que vous trouverez l'ensemble des conférences. Il y a répertoriation de tous les articles de presse qui vont être faits dans la journée ou dans les jours précédents et suivants. Et du coup, c'est prévu aussi par rapport à ce que disait Marie tout à l'heure, qu'il y ait des documents, une base documentaire qui soit accessible avec l'idée que c'est un site qui va survivre après la journée et qui permettra de servir de boîte de lien avec le grand public ou les familles, pourquoi pas. D'accord. Mais le chat, c'est pas sûr. Le chat, non, c'est possible qu'il disparaisse à la captation vidéo. Après, encore une fois, si vous tablez blog Barbara CHU Nantes, là, je viens de tomber dessus tout de suite. Okay, ça marche. Ou sur votre association. Voilà. Il y a quelqu'un qui pose la question de la durée moyenne de guérison de la boulimie. On espère que la guérison, c'est indéfini, définitif plutôt. Mais en tout cas, avant d'obtenir la guérison, ça se compte en années. La boulimie a cette fâcheuse tendance d'être, je trouve, plus rechutante que l'anorexie mentale. Donc, c'est un petit peu moins monolithique comme phase, avec des moments où le phénomène peut s'éteindre, puis repartir sur un événement de vie particulier ou un moment de tension plus important. Donc, on parle de stabilisation effectivement au long cours. Il y a clairement des patientes qui font que finalement un système boulimie pendant quelques mois, puis qui arrêtent définitivement et qui ne rechuteront jamais. C'est des situations qui arrivent, des choses plus graves qui vont durer plusieurs mois ou plusieurs années, et puis des situations qui vont malheureusement perdurer vraiment au long cours. Mais il faut savoir que la crise de boulimie telle que Marie l'a décrite, ou Madame Célineau aussi l'avait citée au début, c'est un phénomène aussi complètement banal de l'adolescence. On considère qu'une crise par-ci, par-là fait, moi j'avais lu une fois, 30 à 40% des jeunes filles de notre époque et de notre civilisation, j'allais dire, sont criseuses, uniques, parce qu'elles vont tester cette conduite-là comme une consommation d'un joint, comme une consommation d'un peu de scarification à droite à gauche, de choses qui sont... quand elles ne s'installent pas dans le temps, aussi des moments de marquage, de passage de l'adolescence et d'une certaine souffrance adolescente. Alors, bien évidemment, c'est à risque et c'est pour ça qu'il faut dépister les choses et réussir à organiser du soin ou en tout cas de la surveillance et de l'accompagnement pour vérifier que ça ne tourne pas mal. Mais on voit des... Voilà. Tu avais vu la question aussi, Bruno, peut-on parler de boulimie chez un très jeune enfant un peu plus haut? J'ai raté cette question-là. Tu veux répondre? Je peux commencer.
Enfin, moi, ce que j'aurais envie de répondre spontanément, c'est que, alors, chez les très jeunes enfants, c'est pas fréquent. Après, ce qu'on peut observer chez les jeunes enfants, c'est une tendance du refuge dans l'alimentaire, voilà, des enfants avec qui peuvent avoir jusqu'à des compulsions alimentaires, enfin, chez qui l'alimentaire est particulièrement présent. C'est souvent aussi ces enfants-là qui, dans un second temps, vont souffrir de ça, vont du coup mettre en place du contrôle, des compensations et derrière développer un réel trouble boulimique. Après, ça existe, hein, des patients, enfin voilà, je pense à une patiente qui me racontait des véritables crises de boulimie quand elle était enfant, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est rapporté fréquemment. Ouais, bah, j'ai la même idée que c'est effectivement quelque chose. La boulimie, telle qu'elle est décrite dans sa forme typique, est quand même plutôt quelque chose de la deuxième partie de l'adolescence, donc plutôt tardif. Après, les compulsions alimentaires et les grignotages aussi de l'enfance, qui sont aussi des refuges émotionnels, sont souvent constitutifs effectivement de certaines situations enfantines. Et du coup, après, la question qui se pose, c'est savoir aussi quelles sont les réponses de soins, quels sont les circuits que l'on propose dans ces situations-là. Ben, je peux avoir du mal à imaginer que ce soit notre recours, par exemple, et nous on s'occupe d'adultes aussi sur Nantes, par exemple, que d'aller dans ces situations-là. Est-ce qu'il faut que tous les parcours de soins passent par là, parce que le grignotage et la boulimie, ce n'est pas forcément la même chose? Ça se discute. Après, tout ça, c'est ce que j'abordais très rapidement tout à l'heure. Ça dépend aussi des ressources et des moyens financiers qui seront derrière ou des moyens soignants qui vont avec. C'est-à-dire que c'est des histoires de parcours de soins et de savoir vers où on flèche les individus pour les accompagner. Un enfant grignoteur et en surpoids du fait d'un grignotage compulsif doit être soigné. Est-ce que c'est la pédiatrie qui s'en charge? Est-ce que c'est la dictologie, la psychiatrie, la pédopsie? C'est pas moi qui donnerai un avis, c'est l'organisation du soin de santé publique, quoi. Je peux donner des avis, mais c'est pas moi de décider. On m'avait dit que plus d'une heure de visio, c'était dur à tenir. On a fait 1h15, c'est pas mal, hein? Est-ce qu'il vous reste des questions? Ah, nouveau message. C'est très clair, super. Allez, vous avez 10 secondes pour vous décider d'une question. Après, on fera une conclusion. Toc. Ah, ça, c'est une question pour Madame Célineau. Je ne l'ai pas vu. Alors, juste avant le dernier, peut-il être aidant de supprimer les aliments sucrés de ses placards? Vous voulez que je réponde? Alors, en fait, c'est des placards de la maison, c'est vous, ou de ces placards, c'est Marie. C'est comme vous voulez. Alors moi, personnellement, ma fille a eu des crises de boulimie, mais elle n'était pas chez moi. Elle me racontait ses crises de boulimie par téléphone et ce n'était pas très agréable. Donc là, je ne sais pas répondre. Je sais que des parents, des fois, fermaient à clé leur placard ou cachaient la nourriture. Voilà, mais bon, je ne sais pas s'il y a vraiment des solutions toutes faites. Je ne sais pas ce qu'elle en pense, Marie Fauconnier. Oui, effectivement, il n'y a pas de solution toute faite. Bruno parlait du temps tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comment on définit des choses dans une temporalité, que fermer les placards, ça arrive que ça se fasse, mais ça ne peut pas être une solution à long terme. On peut décider dans une période de crise, à un moment, d'avoir recours à des trucs un peu Aliénant aussi, hein. C'est bien, mais voilà, une liberté, ouais. mais c'est important que ça voilà, que ça se parle avec la personne et qu'on se donne un temps quoi pour ça. Et puis effectivement
voilà, il y a des petites stratégies qu'on peut employer comme ça, je mets les aliments sucrés, en tout cas pas à la vue. Dès que j'ouvre un placard, je tombe sur les tablettes de chocolat et autres aliments sucrés, mais plutôt au fond du placard ou pas tous en même temps, etc. Parce qu'il y a vraiment des choses aussi qui peuvent, il y a ce qu'on appelle les aliments gâchettes, hein, c'est juste en sentant, en voyant, hop, ça donne direct envie de faire une crise. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir des petites stratégies comme ça. Après, le risque, c'est de se retrouver dans des stratégies d'évitement hyper importantes. Voilà, j'ai des patientes qui, du coup, ne gardent aucun aliment à la maison, qui jettent à la poubelle ce qu'elles mangent pour pas le manger derrière, etc. Et donc, c'est comment, dans ces stratégies, on n'en arrive pas à de l'évitement qui finit par entretenir aussi les troubles. Là, il y a un équilibre à trouver, à discuter, qui est pas évident, hein. C'est pour ça qu'il faut, enfin voilà, faut en parler, quoi. Je disais la question qu'il y avait après, qui était la question du self-help et des bouquins qui peuvent exister. J'ai juste regardé sur Google. Il y a le livre qui est d'Alain Péroux qui apparaît en premier, mais qui a bonne presse de ce côté-là. Ça s'appelle « Faire face à la boulimie ». Je pense qu'il a largement assez d'expérience là-dedans pour proposer des conseils intéressants. Et puis Yves Simon, dont on parlait aussi du manuel pour les parents tout à l'heure dans la conférence, on va dire plénière de début d'après-midi, qui a écrit aussi « Comment sortir de la boulimie ». Je peux tout à fait imaginer, même si je ne l'ai pas lu directement, que c'est aussi un ouvrage de qualité qui permettra d'apporter des réponses qui sont intéressantes. Je redis, moi je laisserai chercher. De toute façon, il s'agit de taper boulimie et livre self-help. Donc Yves Simon et Alain Péroux, c'est a priori des ouvrages enfin des auteurs en tout cas de référence et qui font l'unanimité facilement sur ces sujets-là. Après, il y avait donc les placards. Oui, alors du coup, moi, c'était la même réponse que Marie, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas en attendre une guérison et un remède miracle qui permet de lutter contre la boulimie, mais comme elle l'a bien dit, dans les 3 facteurs déclenchants de crise, il y avait tout ce qui est rituel. Et il y a un moment, si on change ces placards de forme, de place, d'approvisionnement, les modalités, les types d'aliments qu'on change, c'est aussi un petit moyen de se dire, tiens, j'essaie de reprendre le contrôle sur quelque chose et pourquoi pas essayer de reprendre un peu la main sur un symptôme qui m'a complètement envahi et débordé par le biais des rituels. Donc, c'est ça qu'on peut attendre et c'est des solutions à tester sur quelques jours, quelques semaines, comme Marie le disait, avec toujours cette question du temps qui permet de réévaluer les choses et de voir comment ça avance. Après, on a une question sur la jouissance de début de compulsion. Alors oui, ça c'est un truc qui est apparu, mais on peut réinsister très fort de ce que Marie disait. La phase de remplissage généralement alimentaire est marquée au moins par une certaine envie, un besoin d'apaisement et un soulagement, voire par une jouissance, un ressenti de plaisir extrêmement, extrêmement important et qui fait contraste avec le vécu de honte, de culpabilité, de perte de contrôle, de saleté que la patiente généralement vit à la suite. Et du coup, elle fait cette grande vague émotionnelle extrêmement forte qui est très déstabilisante. Mais par définition, c'est aussi parce que la boulimie est un puissant régulateur de vide aussi, parce qu'on se remplit, un puissant régulateur d'émotions qui vient être apaisé par cette crise-là. Comme tu parlais de torpeur après la crise, les patientes se décrivent aussi souvent comme des toxicos à la fin de la crise, comme dans un état second qui leur permet d'éviter de penser à toute la misère accumulée soit dans leur passé, soit dans leur vie actuelle. Et c'est quelque chose qui, on ne pourra pas dire supprimer sans remplacer par autre chose. Ça parle des éléments dont tu parlais, Marie, tout à l'heure, de petits trucs de remplacement ou de dire voilà, je vous mets à vide de la boulimie, mais je suis à côté de vous pour vous soutenir. C'est ce que disait Mme Célineau aussi du soutien parental, ou ce que nous, on peut proposer comme système de soins à côté de cette mise à zéro du sevrage boulimique. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis, comment guérir de la dysmorphophobie? Alors, pareil, on ne guérit pas de la dysmorphophobie, c'est un ressenti corporel qui est très perturbé, comme le disait Marie, sur des vécus de cuisses qui sont énormes, un ventre qui gonfle au moins de carré de chocolat ou à la tranche de pain ou n'importe quoi, des choses qui sont délirantes en soi. C'est une altération de la perception de la réalité et ça se rééquilibre déjà par une prise en charge générale, avec l'idée qu'il y ait moins d'éléments anxieux, une meilleure connaissance de soi-même, de compréhension de soi, et puis du coup, des choses qui sont plus spécifiques sur les approches corporelles, qui sont du côté de ressentis corporels, comme on peut le faire assez régulièrement, de massage ou d'automassage, en tout cas thérapeutiques, qui sont des moyens de repercevoir différemment son corps, de traiter le soin par le biais du vêtement, par exemple, comme on peut le faire dans certains endroits ou certains ateliers, d'être sur des prises en charge plutôt sportives qui sont présentes et qui prennent le corps
en tonalité, j'allais dire en fonction. Je pensais à l'atelier musique que j'entendais hier matin que Marie co-anime. Du coup, c'est aussi l'occasion d'aller taper sur des tambourins et d'être en lien avec son corps autrement que par ce qu'on lui inflige par la prise alimentaire, et de ressentir corporellement sa présence à soi et aux autres différemment. Donc, on est vraiment dans ces questions de ressenti et d'éprouvé corporel qui sont à retravailler, souvent en passant un petit peu par des voies annexes. Comme j'aime bien être à l'heure, je vais enchaîner les réponses. Parce qu'il y a plein de questions qui sont arrivées là d'un coup. Les gens se précipitent parce qu'ils voient leur finir. Compliqué pour les parents de voir son enfant peut manger pendant longtemps, j'imagine. J'arrive pas en fait à faire défiler proprement puis traverser des crises d'hyperphagie. Bah oui, alors ça, je pense que Chantal peut sûrement décrire un peu ça, ce grand contraste entre le refus alimentaire pendant plein de temps, puis la crise qui vient dévaster tout. Dire que Marie-Sophie. Je pense que Chantal Noël a plus vécu ce genre de choses que moi, parce que moi, ma fille était plus à distance, si vous voulez. Repose-moi la question. Pardon? Pour la boulimie? Redis-moi la question, Chantal, parce que j'étais distraite. Vous pouvez redemander, Monsieur Rocher, la question. La question, c'est quel est le vécu parental, soit dans des situations générales entendues en association, soit par témoignage propre, du passage d'une situation de restriction avec une perte de poids de son enfant et puis surtout ne mange rien à table, ou en tout cas très très peu, jusqu'à devoir fermer les placards ou en tout cas être inquiet de prise alimentaire massive. C'est le côté contraste qui était le fond de la question finalement. Bon, je sais que nous, Charlotte, après l'anorexie, est passée aussi par une phase boulimique, mais on n'a jamais dû fermer les placards. Par contre, elle avait un besoin énorme de dire qu'elle avait fait sa crise pour se déculpabiliser. Donc, j'avais le droit aussi à la description de sa crise. Voilà, mais moi, je n'ai jamais eu besoin de fermer les placards, parce que ça n'a pas duré non plus très longtemps. Par contre, elle est passée de 35 kilos à 60-65 kilos très, très rapidement. Et après, ça s'est régulé grâce au suivi qu'elle a eu à Barbara. Voilà ce que je peux dire de mon expérience. Ce que je disais dans ma présentation, c'est que les parents décrivent quand même une situation beaucoup plus compliquée à vivre en cas de boulimie qu'en cas d'anorexie. Pour eux, c'est plus dur de voir ils voient plus leur enfant souffrir dans la boulimie que dans l'anorexie, en fait. Enfin, c'est ce que disent les parents, hein, généralement. Oui, puis ils se font... Ils préféraient la phase d'anorexie que la phase de boulimie, en fait. Ouais. Et moi qui ai vécu ça aussi avec ma fille, mais à distance, et bien pareil, moi je trouvais extrêmement difficile quand elle me racontait ces crises de boulimie, parce qu'on sentait vraiment une grande souffrance, comme une perte de contrôle en fait, elle se considérait comme nulle, comme bonne à rien, enfin voilà. Alors que dans l'anorexie, il y a plus de contrôle et ils se sentent mieux dans l'anorexie en fait que dans la boulimie, je pense. Oui, c'est le pendant de ce que vivent les patients, effectivement, qui décrivent souvent une forme de toute-puissance, de certains plaisirs aussi de maîtrise à être dans la phase anorexique et qui est explosé par le biais de la boulimie avec toute la honte et la souffrance qui va avec et qui rejaillit à ce moment-là. C'est des modes d'expression surtout, hein, plus qu'une réalité de la souffrance ou de la gravité, mais... Et les parents, souvent, assistent à ça et vivent un petit peu la même chose, sauf les parents de patientes anorexiques qui sont allés jusqu'à un extrême de perte de poids avec l'impuissance qui va avec l'impossibilité de la faire hospitaliser, parce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. Bien. Il y a éventuellement une dernière question qui peut être posée. Sinon, nous allons conclure. Que quelqu'un avait tapé une question et attendait juste d'appuyer sur Enter pour... Ouais, la boulimie a une très mauvaise image d'elle-même, très clairement. Et du coup, se cache souvent et n'ose pas trop en parler, ce qui était aussi un des commentaires que j'ai vu passer tout à l'heure. Et du coup, c'est bien la justification de pouvoir, par le biais de journées comme ça, ou d'être attentif dans les messages que l'on porte quand on parle de troubles alimentaires, de ne pas faire que de la place à l'anorexie mentale, mais aussi à la boulimie nerveuse ou à l'hyperphagie boulimique. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait une question sur l'association
entre boulimie et autres troubles. TOC, troubles anxieux, borderline, TSA, etc. Est-ce qu'il y a des publications là-dessus? C'est la question. Ouais, alors il y en a que je ne vais pas avoir forcément en tête, je ne les ai pas forcément lus avec précision, mais c'est ce qu'on entendait en tout cas tout à l'heure aussi sur la table ronde, il y avait des questions comme ça. Et du coup, à quel modèle on raccroche les troubles alimentaires? Est-ce qu'on les colle plutôt du côté des troubles anxieux, notamment des TOC? Est-ce qu'on les met du côté d'un syndrome psychotique partiel? Est-ce qu'on les met du côté dépressif, addictif? C'est les 4 grands modèles qui peuvent être présents et qui passent leur temps à se tirer la bourre dans les publications internationales. Après, voilà, ça avance au fur et à mesure. Le borderline va bien avec la boulimie par proximité forcément de symptômes, et puis surtout de voir que c'est un phénomène très agité, qui évolue par phase, qui n'est pas facile à prendre en charge, qui n'arrête pas de bouger, et qui du coup est marqué aussi par la discontinuité, et qui donc nécessite, si on veut avoir un objectif de bons résultats, d'être dans une présence soignante à la fois assez lâche pour s'adapter, mais aussi suffisamment présente pour donner cette sécurité-là et cette contenance à un trouble qui n'arrête pas de bouger. Et je pense que la boulimie rentre bien là-dedans. Je relis aussi, il y avait un témoignage de se sentir une patiente souffre de boulimie qui se sent découragée, mais pour autant ma santé physique n'est pas en danger et je ne me sens pas légitime à en parler. Enfin, en tout cas, cette question de la légitimité, elle revient souvent chez les patients et elle fait partie aussi au même titre, la culpabilité, etc. Voilà, un sentiment de manque de légitimité. C'est toujours comment on peut faire aussi un peu un pas de côté par rapport à ça, parce qu'il y a la santé physique et puis il y a la santé psychique aussi. Bien sûr, et puis il n'y a pas de comparaison de gravité à organiser. Après, ça vient aussi du fait, comme tu l'as dit au tout début, je le redis, que la boulimie, globalement, un traitement qui est très, très ambulatoire, à la différence de l'anorexie qui parfois doit passer absolument par une phase hospitalière. On n'est pas sur les mêmes projets, les mêmes organisations de soins, ce qui fait que souvent des patients de boulimique se retrouvent largement en minorité sur les espaces de soins, y compris en ambulatoire sur Barbara pour nous, et du coup avec des vécus d'obligation ou de pertinence de soins, de légitimité, comme tu disais, qui sont tout à fait variables et qu'on doit amener à rassurer, quoi. Alors, boulimie et alcoolie, oui, sur un modèle addictif, on va prendre les choses en charge de la même manière qu'une problématique alcoolique, avec des notions de dépendance, qui veut dire rechute, qui veut dire accompagnement sur le long cours. On est dans cette histoire. Bien, j'arrête du coup sur les questions. Je ne les lis plus parce que autrement on ne s'arrêtera pas, et il faut savoir s'arrêter. C'est comme dans la boulimie. Je suis d'accord pour dire qu'on a construit ça pour le partenariat très fructueux, association de parents et soignants du service d'addicto, mais aussi des autres membres de la filière de soins TCA du CHU de Nantes. Et je vous remercie pour votre interactivité dans les échanges. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.